Bonjour à toutes et à tous, vous m'entendez? Très bien, oui. Très bien, merci beaucoup. Donc nous allons vous présenter maintenant les travaux de l'atelier relatif à l'international, avec donc également un volet européen. Et nous allons faire une présentation à trois voix avec Elisa Rappen et Pascal Ambrois. Alors nous partons bien entendu de l'existant, et en tout cas ce qui est en train d'être construit, avec le panel d'experts de haut niveau Une seule santé, et le rôle de la quadripartite constituée par la FAO, l'OIE, l'OMS et le Programme des Nations Unies pour l'environnement, qui a été présenté ce matin lors de la table ronde des différentes interventions. Donc je tiens vraiment à remercier l'ensemble des participants à cet atelier. On était plus d'une trentaine, avec des horizons extrêmement variés, organisations internationales, l'administration française, agences françaises et européennes, les organisations non gouvernementales et également des organismes de formation et de recherche. Donc plus de 30 personnes se sont réunies à trois reprises pour des réunions de 4 heures, et donc ça a été des échanges extrêmement riches, et vous le verrez, avec des recommandations qui sont opérationnelles. Alors, nos recommandations sont articulées autour de trois axes. Un premier axe avec la gouvernance, la transdisciplinarité, l'intersectorialité et le commerce international. Je précise d'ailleurs qu'avec cette notion de One Health, qui est par définition interdisciplinaire et intersectorielle, elle doit être déployée à toutes les échelles, donc que ce soit le niveau local, le niveau national, le niveau régional, donc européen en ce qui nous concerne, et le niveau international. Et bien entendu, certaines de nos recommandations font écho à des recommandations qui sont préconisées par d'autres ateliers, puisque donc il y a une interdépendance entre les différentes échelles. Ensuite, on a un second axe qui est la mise en œuvre opérationnelle, et également un troisième axe qui porte sur la communication. Alors, le premier axe, construire une gouvernance mondiale du One Health. Donc, la première recommandation, elle consiste à confier la gouvernance internationale à un groupe d'acteurs et d'experts issus de disciplines et de milieux variés, afin de favoriser d'une part la transdisciplinarité et d'autre part l'intersectorialité, avec bien entendu un travail en réseau et une notion de travailler ensemble. Alors en pratique, il faut un certain nombre de prérequis. La cartographie des différents acteurs qui existent, et puis utiliser l'existant avec le panel d'experts de haut niveau, Une seule santé, qui est en cours de constitution. Donc les termes de référence sont en train d'être adoptés pour une présentation à l'Assemblée mondiale de la santé de l'OMS au mois de mai. Ce qu'il convient de faire au niveau international, c'est d'assurer une expertise et une gouvernance inclusive au niveau mondial, donc sur la base de la quadripartite, mais il faut également que les quatre organisations soient des têtes de pont avec un certain nombre d'autres partenaires que nous verrons tout à l'heure. Ensuite, le niveau européen, il est vraiment indispensable qu'il y ait une compétence juridique en santé publique, notamment pour réguler le flux des personnes, mais pas uniquement, puisque pour l'instant, on n'a pas d'Europe de la santé. Et au niveau national, la préconisation de la mise en place d'un délégué interministériel à la santé globale, placé donc en interministériel auprès du Premier ministre, qui serait aussi l'interface avec l'échelon européen et l'échelon international. Diapositive suivante. Alors la recommandation numéro 2, elle vise à intégrer davantage les déclinaisons du concept One Health en matière de commerce international, avec des acteurs multiples, l'Organisation mondiale du commerce par exemple, la quadripartite qu'on a déjà évoquée, et puis d'autres instances, bien entendu l'Union européenne, mais également la CITES, l'Organisation mondiale des douanes, l'IPBES, l'UICN, les différentes ONG qui sont concernées, et les organisations de la société civile. En matière de commerce international, il est vraiment indispensable de réformer les textes de l'OMC. Heureusement, le multilatéralisme revient après la nouvelle élection aux États-Unis, puisque l'OMC était en phase un peu de disparition, on va dire, de l'horizon international. Et donc, il est nécessaire de revoir les règles de commerce international de l'Organisation mondiale du commerce. Il est nécessaire également d'intégrer des clauses sanitaires et environnementales dans les accords de libre-échange qui sont signés entre les différentes parties du monde.
Et puis un volet relatif à la faune sauvage. Hélène Soublet en a parlé largement ce matin. Il est extrêmement important de contrôler l'élevage et le commerce légal des animaux sauvages et aussi de lutter contre le commerce illégal dont on a vu qu'il représentait une grande partie. Donc je remercie les étudiants de l'ENSV qui ont travaillé sur cet atelier et je leur passe la parole maintenant puisque nous faisons une présentation à 3 voix. Donc Pascal Ambrois et Elisa Rappen. Merci. Merci Jean-Luc. Alors nous allons à présent passer au deuxième axe qui traite de la mise en œuvre opérationnelle du concept One Health et qui se décline en 5 recommandations qui, comme vous allez le voir, font écho aux interventions de ce matin et de ce début d'après-midi. Alors, une recommandation est relative à la formation. Cette recommandation, elle promeut le travail en réseau, la coopération, les échanges de personnel entre structures. C'est également une recommandation qui propose de s'inspirer de ce qui est déjà développé ou de ce qui est en cours de développement en matière de formation. Je pense par exemple aux formations qui sont proposées par l'École nationale des services vétérinaires France Vétérinaire International ou encore du projet de développement d'une formation de la haute fonction publique. C'est une recommandation qui propose également de sensibiliser et surtout de renforcer la formation des professionnels, aussi bien de santé humaine que de santé animale et de santé environnementale, sans oublier également le renforcement de la formation des acteurs présents sur le terrain. Et enfin, cette recommandation propose également de décliner la formation à l'approche intégrée de la santé tout au long de la scolarité. Une recommandation est également dédiée à la promotion de la recherche à toutes les échelles, avec 3 principes généraux qui sont d'une part l'adoption d'un volet relatif à la recherche dans les conventions et dans les traités, le renforcement du soutien aux projets transversaux et aux projets pilotes de recherche-action, et enfin et surtout une meilleure intégration des thématiques relatives à l'environnement, à la biodiversité, à la faune sauvage et qui surtout n'oublie pas de prendre en compte les facteurs socio-économiques. En matière internationale, les objectifs sont essentiellement d'encourager les collaborations et de promouvoir les équipes de recherche mixtes, c'est-à-dire qui intègrent à la fois des décisionnaires, des scientifiques et des acteurs techniques. Et en matière européenne, enfin, la promotion de la recherche passe par une meilleure intégration de l'approche intégrée de la santé au sein des programmes de recherche tels que Horizon Europe, pour n'en citer qu'un. Une recommandation traite également du soutien aux projets de capacity building, plus particulièrement lorsqu'ils intègrent la promotion de démarches participatives qui impliquent les populations locales. Cela nécessite évidemment du soutien à toutes les échelles et notamment un soutien auprès des acteurs étatiques, des populations locales et des acteurs non étatiques qui interviennent également sur le terrain. Pour fonctionner, évidemment, ces programmes de capacity building ont besoin de ressources à la fois humaines, d'où l'intérêt de la formation des acteurs de terrain, et des ressources également financières, d'où l'intérêt d'impliquer davantage les bailleurs de fonds. Et enfin, cette recommandation promeut la concertation multi-acteurs et la co-construction de solutions qui tiennent compte des facteurs socio-économiques et dont les outils sont réalistes et proportionnés aux besoins locaux. Comme abordé dans la recommandation précédente, pour une mise en œuvre opérationnelle, il est nécessaire d'accroître les ressources mises à disposition, aussi bien les ressources humaines que matérielles et financières. Et enfin, la dernière recommandation de cet axe propose de développer un outil d'évaluation de la qualité des services environnementaux avec l'appui du programme des Nations Unies pour l'environnement et en lien avec les outils déjà existants, tels que par exemple l'outil d'évaluation conjointe externe proposé par l'Organisation mondiale de la santé, ou encore des outils qui peuvent être proposés par d'autres acteurs tels que les agences européennes ou les organisations non gouvernementales techniques. Et enfin, pour la suite, je laisse la parole à Pascal. Vas-y Pascal, c'est à toi. Je vais vous présenter donc le troisième axe de notre atelier 6 qui traite
de la nécessité de bien communiquer pour aider à faire émerger une véritable prise de conscience collective du concept de One Health. Donc la recommandation 8 fait en fait le lien avec l'axe 2, puisqu'il est consacré à la mise en œuvre. En effet, elle préconise que la mise en œuvre de cette démarche One Health suive un véritable modèle de gestion de projet caractérisé par des objectifs quantifiables et vérifiables, des indicateurs, un processus de suivi-évaluation. En pratique, des mesures opérationnelles, des livrables, des échéances fixées et des données utilisées qui seront cohérentes avec les capacités et les réalités du terrain qui donnent ces données, en fait. Le recours aux indicateurs qui existent déjà dans les secteurs de la santé humaine, de la santé animale et de l'environnement, mais va être enrichi par l'identification et l'élaboration de véritables indicateurs transversaux à ces trois secteurs. Par ailleurs, en parallèle aux indicateurs dynamiques, il s'agira d'utiliser des indicateurs statiques aptes à renforcer la surveillance en amont et à favoriser la détection précoce des maladies émergentes. Enfin, un travail sur l'interopérabilité des données qui devra être mené. Recommandation 9, il s'agit de communiquer auprès des politiques et de la société civile afin de favoriser la prise de conscience des enjeux et d'engendrer une véritable appropriation du concept One Health par tous. En pratique, il s'agit de mettre à profit savoir, connaissances, informations et données pour communiquer. Il s'agit de définir les enjeux afin que cette communication soit... Il s'agit de définir les enjeux afin que cette communication sur les risques soit adaptée sur le fond et sur la forme aux interlocuteurs visés. Et enfin, il s'agit de permettre au grand public de s'approprier ces notions inhérentes au concept One Health, tels que risques sanitaires, précautions, prévention. Enfin, il faudrait mener des campagnes de communication conjointes entre décideurs, scientifiques et sociétés civiles, dont les ONG, qui sont plus proches du terrain. Cette dernière recommandation, donc la recommandation 10, c'est une recommandation de court terme. Elle est opérationnelle dès cette année. Il s'agit de mettre à profit les événements européens et internationaux de 2021 qui peuvent appuyer la démarche One Health et porter les recommandations de cet atelier. En fait, de l'Assemblée générale de l'OMS en mai 2021 jusqu'à la COP 15 d'octobre 2021, c'est plus de 10 événements à portée médiatique, technique et politique qui ont été identifiés et qui peuvent être le support de ces recommandations. Voilà, donc je termine ici avec cet axe 3 de l'atelier 6, au nom de Jean-Luc Angot, qui est le pilote de l'atelier. Donc je remercie tous les membres de cet atelier qui ont travaillé, qui doivent être... Non, c'était ici, excusez-moi. Et je vais passer la parole à l'atelier 7, qui va nous parler de formation avec Pierre Souvé et Valentin Renaud.